là où il peut y avoir peut-être une crise, c'est une crise du modèle qui a été adopté par certains acteurs du marché, plus qu'une crise du support en tant que tel. Quel était le modèle de ces acteurs du marché ? C'est, j'ai une activité studio, donc avec un certain nombre de charges, de coûts. Comment je vais amortir ces coûts-là ? Je vais avoir en parallèle une activité de création de podcasts pour les marques. Et finalement, est-ce que c'est un modèle si sain que ça ? Vu l'état du marché et des consolidations, on peut le remettre fortement en question. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir, alors j'allais dire de recevoir, mais là, quelque part je suis un peu reçu chez Christopher Siminelli, le cofondateur, directeur général d'Orso Media. En plus, petite particularité, cet épisode est filmé, on est dans les studios d'Orso Media. Alors petit disclaimer, alors d'abord bienvenue, t'entends, tu es bien là. Merci François, ravi d'être là. Écoute, et comme je disais, un peu particulier puisque... Mediarama est un podcast d'Orso Media, donc ce studio dans lequel on enregistre est dans les bureaux de Cosa Vostra à Paris, donc on est un peu en voisin là quelque part, on partage un peu les bureaux et donc ça fait vraiment plaisir d'être là. Et alors je le disais, donc tu es cofondateur et DG d'Orso Media, mais tu as également un podcast, Follow Me, un excellent podcast dans lequel j'ai le plaisir de passer et donc là on a changer un peu le sens. On est de l'autre côté de la table puisque cette fois je suis le host et j'ai le plaisir de te recevoir. Ouais, ça me fait plaisir d'être là. Je crois que c'est la première fois que je me retrouve dans cette position d'invité dans notre propre studio. Donc voilà, bien, ça me permet de voir à quoi ça ressemble. Un autre point de vue. C'est pas mal. Ça va, on est bien reçu. Ouais. C'est pas mal. Ça fait bizarre de pas avoir toutes les machines devant soi là pour contrôler l'image, le son. Et c'est détente. C'est vrai que c'est impressionnant. Donc si vous écoutez ce podcast, écoutez, essayez d'aller voir sur les réseaux. Je sais pas encore exactement comment je vais bien exploiter toute cette matière, mais en tout cas, si vous cherchez ou si vous me suivez sur LinkedIn, si c'est pas le cas, je vous invite à vous connecter. On peut toujours le faire. Je pense que je posterai quelques images comme ça, vous pourrez voir un peu à quoi ressemble ce studio et à quoi ressemble Christopher. Voilà, donc je voulais aujourd'hui te recevoir non seulement pour parler d'Orso, tu vas peut-être nous le présenter, puis parler plus globalement du marché du podcast. Il y avait la semaine dernière le Paris Podcast, je sais pas pourquoi je le dis toujours américain. Paris. Le Paris Podcast Festival, la 5e édition. 6e, je crois. 6e d'accord, c'est la 5e de l'étude, puisqu'il y a une étude, et je crois qu'elle, c'était la 5e. On en a un peu parlé dans la pastille actu que j'ai fait cette semaine où je recevais Laura. Mais voilà, il me paraissait intéressant à ce moment. Notamment, il y a eu un article aussi sur Télérama qui m'a fait dire, tiens, ce serait intéressant d'avoir le point de vue de Christopher d'Orso Media. Et donc, on a pris ce rendez-vous et on y est. Est-ce que tu peux, avant toute chose, nous présenter alors brièvement ou pas, mais ce que c'est Orso Media, c'est quoi l'activité d'Orso Media? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Peut-être pour comprendre un peu ce qu'on fait chez Orso Media, on fait on revient quelques années en arrière pour bien comprendre le cheminement. Moi, je suis plutôt journaliste à la base. J'ai démarré ma carrière dans la presse spécialisée informatique, presse papier, magazine. Ensuite, toujours dans la tech, presse tech, mais digital, chez 01net.com, dont j'étais le rédacteur en chef, puis le directeur général au sein du groupe Next Radio, qui est devenu après Altis Media. Et on m'a ensuite confié les rênes de BFM Business, la chaîne de télé, la radio. Voilà, j'ai quitté BFM Business en juin 2021 pour monter Orso Media, notamment avec Mathieu Stéphanie et Cosa Vostra, que j'ai le plaisir de compter parmi mes associés. Pourquoi on a monté Orso Media? C'est quoi l'origine du projet? Je dirais que c'est un constat partagé avec Mathieu Stéphanie notamment sur un peu l'état de santé de la creator economy. Donc la creator economy, c'est quoi? C'est une économie qui regroupe tous les créateurs de contenu sur Internet, plutôt indépendants. Donc
on peut les distinguer en cela des journalistes au sens traditionnel du terme. Donc, c'est des gens comme toi et moi, ou des lambda, on va dire, qui ont une compétence, une expertise sur un sujet particulier et qui utilisent les plateformes sociales, la vidéo, l'audio, le texte pour partager cette expertise avec une communauté qu'ils arrivent à stimuler et à fédérer autour d'eux. Donc, on peut mettre dans cette case aussi les influenceurs, mais c'est un peu restrictif. Oui, et puis ce terme est un peu compliqué, mais derrière les influenceurs, il y a parfois des vrais créateurs de contenu, même pointus sur leur sujet, référents, etc. Ouais, exactement. Influenceurs, ils deviennent quelque part, c'est pas le sujet du jour, mais effectivement, des influenceurs peuvent être d'excellents créateurs de contenu. Et inversement. Du coup, alors c'est pas un phénomène nouveau parce que les youtubeurs, ça existe depuis 10-15 ans. Bien sûr. Les podcasts, on va y revenir, mais ça existe depuis le début des années 2000. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, et ce qu'on a remarqué avec Mathieu, c'est l'essor de créateurs de contenu dans des univers assez inhabituels. Genre le BTP, la construction, la décoration, la peinture, et sur des sujets qui nous concernent nous un peu plus, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, au business, aux finances perso, donc des sujets sur le papier un peu boring, tu vois, qui étaient la chasse gardée de médias qui avaient la pignon sur rue, très spécialisés, de grands noms de la presse qui existent là depuis 30, 40, 50 ans. Donc on a vu, notamment aux États-Unis, l'essor de créateurs de contenu qui faisaient de très bonnes choses, vraiment, que ce soit sur YouTube, en podcast, en newsletter, qui arrivaient à fédérer une communauté énorme et qui arrivaient à fédérer aussi, à monétiser, très très bien leur contenu. J'ai un exemple. Seul pour la plupart. Et souvent seul. J'ai un exemple qui me revient souvent en tête, c'est une newsletter qui s'appelle Sinocism. C'est un ancien correspondant du Washington Post, je crois, en Chine, qui écrivait des papiers sur la Chine, donc sur des sujets économiques, politiques. Je crois que c'était après le confinement, avant le confinement, il se retrouvait il rentre aux États-Unis. Deux choix s'offrent à lui. Qu'est-ce que je fais? Soit je continue à piger pour les grands quotidiens américains avec lesquels je travaille depuis 20 ans, soit finalement je lance ma propre newsletter, sachant que j'ai encore tous mes réseaux là-bas sur place, donc j'ai de l'info qui a de la valeur. Et donc il décide de se lancer seul. Il lance un Substack. Donc Substack, c'était une plateforme comme WordPress, mais pour lancer des newsletters. Dont on a souvent parlé. Voilà, effectivement, que les auditeurs participent aussi à l'essor justement de la création d'économie. Et donc il lance sa newsletter, donc par abonnement. Il fait 1,8 million de dollars par an de chiffre d'affaires. Seul en envoyant 3 mails par semaine. Pourquoi? Parce que il s'est rendu compte que finalement, c'est lui qui avait la force de frappe parce qu'il avait accès à un réseau d'informateurs, il avait de l'info de première main, il avait accès à des infos vraiment qui était le seul à avoir. Et donc il s'est dit l'exclusivité du contenu. Et aujourd'hui, pourquoi les créateurs économie explosent aussi? C'est parce que sur le web et le digital, on a accès à des outils de qualité professionnelle, accessibles à tous, et qui permettent finalement à chacun de se transformer en média, dès lors qu'on a des choses intéressantes à raconter, et qu'on a aussi du talent pour le faire. C'était son cas. C'est-à-dire que le go-to-market, en fait, quelque part, il est extrêmement simple. Exactement. En 2 clics, je peux avoir une newsletter payante sur Substack et qui prennent juste une commission, ou sur YouTube, une vidéo, un Hugo Décrypte qui se lance tout seul. Excellent exemple aussi. Il n'y a plus d'obstacles. Exactement, il n'y a plus d'obstacles. Et on n'a plus besoin d'un intermédiaire qui est un média qui a pignon sur rue, que ce soit une chaîne de télé, une radio, un journal, pour délivrer une information à un public final. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, en discutant avec Mathieu, qui lui, et pour le coup, est un contre-exemple, parce qu'il a créé son podcast Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, du podcast Génération Do It Yourself, qui a créé son podcast en 2017. Lui, il a très tôt su monétiser son podcast. À l'époque où on parle, il fait 350 000 écoutes par mois. Je crois autour de 250 000 euros de chiffre d'affaires par an. On est en mars 2021. Je donne les chiffres parce que c'est une de nos marques de fabrique. On est hyper transparent sur tous les chiffres. Et moi, j'ai un peu halluciné, si tu veux, en ayant connaissance de ces chiffres, voyant ce que nous, plutôt dans l'univers des médias traditionnels, parfois on avait des difficultés à faire, tu vois, pour créer des podcasts natifs, pour les monétiser, etc., etc. Et on se dit, mais en fait, t'as craqué un sujet, là, on va prendre ton modèle, on va aller le transposer à d'autres créateurs de contenu en lesquels on croit, qui font des super choses, qui font du super contenu, notamment en France, en podcast. Mais qui ont peut-être pas cette fibre business qu'a Mathieu
spontanément et donc on va aller les aider. Exactement. Parce que manque de temps, manque de compétences, manque d'envie aussi. C'est pas donné à tout le monde non plus. Exactement. Tu peux être très pointu sur la Chine, je reprends ton exemple, mais pour autant, aller animer une communauté ou aller voir des sponsors et leur expliquer la valeur de ce que tu fais, c'est pas évident. Ouais, exactement. C'est pas évident. Et donc, on s'est dit, on va aller monter une structure qui interviendrait sur ces 3 dimensions. On va aider les podcasteurs à 1, générer des revenus avec leur podcast, 2, faire plus d'audience, notamment via le jeu de la promotion croisée entre podcasteurs. Et enfin, on va les aider à réfléchir comme des marques médias à part entière en essayant de les amener au-delà du podcast, en disant, en fait, ce que tu as créé, c'est pas qu'un podcast, c'est une marque média. Et donc, on va t'aider à la transposer en newsletter, sur YouTube, sur TikTok, etc. Et on va t'accompagner dans cette démarche. Et donc, on a monté ça à l'été 2021. On a démarré avec 9 podcasts et aujourd'hui, on en a 24, donc 4 qu'on produit nous-mêmes. Notre spécialité, c'est vraiment l'univers de l'entreprise au sens large et les finances personnelles. On fait 1,7 million d'écoutes par mois avec tous nos podcasts et on est une petite équipe de 8 personnes. On est très contents. Et alors, quelle verticale? Tu l'as dit, très business, développement. Business au sens large. Ça peut aller de stratégie d'entreprise à la tech, à l'univers des startups, aux ressources humaines. Enfin voilà, tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers de l'entreprise et les finances perso, à la fois des finances perso B2C, c'est-à-dire, alors, j'allais dire conseiller en investissement, non, surtout pas, mais c'est surtout des éclairages sur des formes d'investissement qui peuvent être... Oui, c'est pas des conseils, mais c'est des éclairages. Voilà, je pense à des gens comme Johan Lopez de Snowball, c'est ce genre d'activité. Exactement. C'est aujourd'hui de se dire, et c'est tellement... Ça peut être compliqué d'y aller, comment est-ce qu'on peut vulgariser, rendre les choses simples, etc. Mais c'est pas du conseil. Non, c'est pas du conseil. Parce que là, c'est des professions qui sont réglementées et c'est... Donc plutôt B2C, et puis on a quelques podcasts finance B2B qui s'adressent plutôt aux professionnels de la finance, notamment un qui s'appelle Passion Patrimoine, qu'on a lancé d'ailleurs, qui s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, une petite niche, mais tu vois, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement aucun média qui parlait de ce métier, de cette profession. Il n'y a même pas une lettre. J'ai du mal à croire qu'il y ait des métiers où il n'y a même pas une lettre pro ou un truc. Il y a des médias dans lesquels eux intervenaient, mais plutôt pour parler à leurs clients finaux. Ouais. Mais il n'y en a aucun qui s'intéressait vraiment à eux, leurs coulisses, leur fonctionnement, leurs problèmes, leurs problématiques, etc. Donc on a créé ce podcast avec il y a 1 an et il rencontre un franc succès. Il est vraiment devenu une référence maintenant sur ce marché. Hyper rapidement. Donc il y a une recette quand même qui marche. Voilà. On pourra peut-être en parler après. Peut-être, exactement. On en parlera après. Mais vous cherchez encore je dis vous, mais des nouveaux podcasteurs, des nouveaux sujets. Ou est-ce que l'idée, c'est peut-être de se dire, maintenant, ces 24, on les fait grossir, ou c'est les deux en même temps? Ouais, alors, c'est une bonne question. Nous, on est toujours à l'écoute des podcasteurs, etc. Donc, j'étais encore au Paris Podcast Festival la semaine dernière. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plein de podcasteurs. Donc, c'est toujours hyper intéressant. Maintenant, aujourd'hui, on n'est pas une régie. On n'est pas une régie dans le sens où notre objectif, il n'est pas de nous constituer un inventaire le plus large possible à vendre au marché. On se définit vraiment comme un label, c'est-à-dire qu'on aime l'idée que les podcasteurs avec lesquels on travaille, avec eux, on partage un certain nombre de valeurs, une méthode, une façon de faire, une ambition. Et il y a un vrai fit humain entre eux et nous. Et donc, on a plutôt vocation à travailler avec un nombre un peu restreint de podcasteurs, mais qu'on va hyper bien travailler et vraiment horizontaliser. Je sais pas si c'est correct, mais... Si, tu l'as expliqué, voilà. Pour aller sur d'autres supports, d'autres médias, événements, newsletters, animation de communauté, etc. C'est faire grandir. C'est ça. Et ça, c'est dur de le faire avec 50 podcasteurs de manière qualitative. Aujourd'hui, on en a 24 podcasts. Si on enlève les 4 qui sont chez nous, plutôt donc 20. Donc déjà, accompagner correctement, qualitativement 20 talents, c'est déjà beaucoup de travail. Aujourd'hui, on n'est pas dans une logique d'expansion du roster d'Orso Media, mais encore une fois, on est toujours à l'écoute. Voilà, bien sûr. Tu parles de fit. Si demain tu rencontres quelqu'un qui a un bon fit, exactement. T'y vas. Où il y a un bon fit, on sent que la personne fait du très très bon boulot ou qu'elle n'a pas encore de podcast, mais qu'on sent qu'il y a un énorme potentiel d'audience et de monétisation. Là, évidemment, on va regarder et on va sûrement y aller. Mais j'en ai pas parlé, juste pour finir un peu la carte d'identité et l'histoire d'Orso, le modèle économique.
Le modèle économique est très très simple. Ça ne coûte rien aux podcasteurs d'être chez nous. Par contre, ça leur coûte juste une exclusivité, parce qu'on ne travaille avec les podcasteurs qu'avec des contrats exclusifs. Donc, on est les seuls habilités à les représenter sur le marché. Et on récupère une commission sur tout le chiffre d'affaires qu'on génère pour eux. C'est une commission de 30%. Voilà, pareil. C'est classique un peu dans le marché. C'est classique, ouais. Même plutôt dans la fourchette basse, quand on regarde ce que pratiquent d'autres régies dans l'audio, en tout cas en France. D'accord. Donc un modèle économique classique de régie, mais par contre le positionnement, c'est vraiment plus faire grandir et être investi dans le développement du podcasteur. Donc c'est pas de l'inventaire, quoi. On n'a pas un catalogue d'inventaire, on passe notre temps avec des sponsors. C'est vraiment aussi passer du temps avec les podcasteurs. On passe du temps avec les podcasteurs, et puis ça faisait aussi partie de notre mode de fonctionnement. C'était un vrai parti pris. De dire que finalement, nous, ça nous engageait à les développer, parce que plus on les aide plus ils font plus d'audience, plus ils font de l'audience, plus il y a du chiffre d'affaires au potentiel à la clé, plus on passe du temps sur leur développement et la création de nouveaux formats, comme des événements, des choses comme ça, plus ça génère des opportunités aussi business pour nous, et in fine, plus ça fait du chiffre d'affaires net pour Orso Média. Donc, c'est assez vertueux comme mode de fonctionnement, je pense. Et mais voilà, donc ça très clair. Depuis 2 ans, ça fonctionne plutôt bien. Alors la dernière question, vraiment là-dessus, tu dis pour aller sur d'autres médias, d'autres supports, mais le podcast reste quand même un peu l'ADN d'Orso. Demain, quelqu'un vient avec une belle newsletter, vous pouvez le prendre même s'il veut pas aller faire de podcast. On a regardé de très près les newsletters. Ou les streamers, par exemple, où dans tout cas, il y a une énorme YouTuber, streamer, Twitcher, il y a un énorme business derrière. Il n'y en a pas aujourd'hui dans le roster d'Orso. Non, alors c'est vrai qu'on a essentiellement des podcasteurs aujourd'hui. La question des newsletters, on l'a regardé de très près, et il se trouve que répliquer le modèle des newsletters, de ce qu'on fait sur le podcast aux newsletters, c'était assez compliqué, parce que beaucoup d'auteurs de newsletters n'avaient pas forcément les mêmes envies en termes de format, de monétisation, d'insertion, de partenariat, de sponsoring, avec des tarifs très différents les uns des autres. Or, nous, notre modèle, il est plutôt de dire, tiens, on a 24 podcasts, 3-4 produits catalogues, entre guillemets, qu'on propose à nos sponsors, avec des tarifs plus ou moins différents en fonction des audiences, mais on a une offre qui est très clair, très lisible. On fait que du host-read, donc c'est du sponsoring dans la voix des podcasteurs. On ne fait pas du tout de format pub classique ou de programmatique. Ça, c'est un vrai choix, un vrai parti pris. Donc l'offre est assez simple. Quand on a commencé à discuter avec des auteurs de newsletters, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que tout le monde avait des envies très différentes en termes de monétisation, qu'il y avait beaucoup aussi comment le dire, sans créer de crispation, mais il y a pas mal d'ego dans cet univers, beaucoup de concurrence. Plus que sur le podcast. On a trouvé. Ouais. Donc, beaucoup de concurrence, alors qu'on est plutôt, nous, dans un état d'esprit où, tu vois, tous les podcasteurs d'Orso Média discutent beaucoup entre eux, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage. Donc, et ça, on aime bien, et on aime bien stimuler ça. Ce qui n'était pas forcément le cas dans l'univers des newsletters. Alors, je mets pas tout le monde dans le même panier, bien sûr. Et nous, encore une fois, pour comprendre, c'est compliqué pour nous d'avoir une stratégie commerciale différente d'une newsletter à l'autre. Évidemment, on prend en compte les spécificités, l'ADN, l'angle éditorial, la ligne éditoriale de chacun, mais c'est quand même très difficile de dupliquer 20 prospections différentes si on a 20 podcasts. Donc, nous, on a trouvé un peu une manière non pas d'industrialiser, mais de créer des synergies commerciales entre tous ces podcasts. Voilà, on n'a pas trouvé la solution dans l'univers des newsletters, donc on a essayé, on a discuté, on a monté des offres, etc. Ça a pas pris. Next, voilà, nous on passe à autre chose, etc. Et côté vidéo, il faut savoir que la spécificité du podcast, c'est que on a la main sur l'inventaire publicitaire, on a la main sur l'ad server. Donc, c'est ce qui nous permet de diffuser nos campagnes publicitaires dans les podcasts. Sur la vidéo, c'est absolument pas le cas. Tu dépends de la plateforme sur laquelle va être diffusée la vidéo. Exactement. Donc, moi, on fait ce qu'on veut aujourd'hui avec notre inventaire audio, mais si je faisais 1,7 million de vues sur YouTube,
je n'aurais pas autant la main sur mon inventaire parce que je dépendrais de ce que vend Google, au CPM que me propose Google, etc. Mais tu peux quand même, alors c'est peut-être des questions un peu naïves, mais si tu es sur du sponsoring, du host thread, tu peux le faire sur une vidéo en disant cette vidéo, d'abord je vais vous parler de Exactement. NordVPN. Ouais, tout à fait. Non, mais... tu vois, en plus de la pub affichée par YouTube. Ouais, bien sûr. Le truc, c'est que ça veut dire qu'il faut intégrer les messages de sponsoring en dur. Oui. Et c'est pas notre modèle. Nous, toutes nos campagnes sont en insertion dynamique. C'est-à-dire qu'on est capable de diffuser une campagne A sur l'ensemble des écoutes générées sur un podcast. Même, tu veux dire, un épisode sorti il y a 1 an, quelqu'un le réécoute, il peut avoir le sponsor d'aujourd'hui, octobre 2023. Exactement. Un épisode de 2018, écouté aujourd'hui, aura une campagne de 2023. Et ça, c'est hyper important pour nous parce que ça nous permet de proposer à un annonceur l'ensemble de l'inventaire. Et j'irais même plus loin, c'est que finalement, notre fonds de catalogue a une valeur encore plus forte, je trouve, en termes de sponsoring que les écoutes récentes, parce que autant on peut écouter un peu de manière systématique quand on est abonné à un podcast, on va écouter le dernier épisode d'un podcast qu'on adore. Ton rendez-vous. Mais autant quand on va aller chercher un épisode de 2018, c'est quand on est dans une démarche active, tu vois, de recherche d'informations, etc. Ouais, bien sûr. Donc nous, on aime bien dire que finalement, notre audience fonds de catalogue, elle peut avoir parfois même plus de valeur que notre audience du run, entre guillemets. Donc ça, c'est absolument clé pour nous. C'est un schéma qu'on pourra jamais reproduire sur YouTube. Oui, pour ce que tu viens d'expliquer, des insertions en dur, si tu veux casser le système de la programmatique. Et donc aujourd'hui, quand tu vends de la vidéo telle que les YouTubeurs le vendent aujourd'hui, évidemment, il y en a beaucoup de YouTubeurs qui cartonnent et qui le font très bien, mais tu es obligé de dire à un annonceur, on fait un partenariat sur le trimestre et je vous vends 3 vidéos. Et donc, mais t'as pas forcément de visibilité sur l'audience que tu vas faire, donc c'est difficile de pricer. Puis tu peux te dire, tiens, c'est un peu la loterie en plus parfois sur YouTube, même sur une chaîne qui cartonne, tu peux avoir une vidéo qui fait 100 000 et celle d'après elle fait 400 000. Donc c'est dommage de dire d'avoir vendu une vidéo pour l'équivalent de 100 000 alors qu'elle va faire 4 fois plus d'audience et t'as fait une estimation à 400 000 et finalement t'en fais 100 000, tu vas décevoir ton annonceur. Donc voilà. Et plus aléatoire, plus dur à maîtriser en tout cas. Exactement. Alors que nous on a un système d'audience plus ou moins garantie. Si on est sur des formats, des campagnes mensuelles, des partenariats mensuels, ou bien au CPM, de manière assez classique, sur des podcasts qui ont vraiment des très très grosses audiences. L'autre chose que je pourrais ajouter sur cette question, c'est que sur YouTube, les CPM moyens, ils sont très bas, tu vois, en monétisant via YouTube. Oui, mais là, tu parles de la... Oui, pardon, tu peux va jusqu'au bout. Mais... Ouais, quand YouTube monétise tes vidéos, tu récupères entre 2, 3, 4, 5 euros du CPM. Donc, pour 1000 vues, 2, 3, 4, 5 euros. Nous, dans notre univers audio et dans notre univers thématique, qui est le B2B, et au regard de nos audiences qui sont très CSP++, c'est une audience qui est très recherchée sur le marché aujourd'hui. Donc, des décideurs, des entrepreneurs, des cadres dirigeants dans les entreprises, enfin, des gens qui ont vraiment le chéquier et la prise de décision, et le pouvoir de décision. Notre CPM moyen, nous, il est autour de 90, 100 euros. Ouais. Donc, c'est un rapport qui n'a absolument rien à voir. Ouais. Donc ça, c'est vite effectivement décidé. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, le podcast reste le médium fort sur lequel vous êtes expert et où tout est mieux maîtrisé quelque part. Et pour autant, tu as vu ce studio, il est équipé full vidéo. Donc ça veut dire que on n'est pas anti-vidéo, bien au contraire. Mais pour nous, la vidéo, c'est un moyen de promotion de ce qu'on fait. Ça permet de rendre plus visible nos podcasts, le contenu de nos podcasts, parce qu'on a bien conscience que c'est un chemin assez long, compliqué, douloureux parfois de faire venir les gens jusqu'à son podcast, jusqu'à une plateforme d'écoute. Vraiment un peu de découvrabilité. Exactement. Donc ça veut dire soit tu as un gros site web, donc une grosse stratégie SEO, soit tu as une grosse présence sur Instagram ou bien sur YouTube, etc. Mais en tout cas, pour nous, faire de la vidéo, sortir des extraits qu'on considère vraiment nous comme des bandes annonces de nos épisodes, ça permet de démultiplier les points d'entrée vers nos podcasts. Et c'est comme ça qu'on joue la vidéo. Et on monétise quasiment pas notre inventaire vidéo sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Tu regardes même pas? Non, franchement, non. Bon, ouais, en même temps, vu les ratios de tout ce que tu dis, autant mettre son effort effectivement ailleurs, quoi. Clairement. Top. Merci Christopher. Alors voilà, comme je le disais en préambule, je t'ai pas invité uniquement pour parler d'Orso, même si je pense que c'était hyper intéressant de pouvoir voir ça, parce que j'ai eu pas mal de labels de podcasts sur Mediarama, donc de voir un peu un point de vue un peu différent. Je voulais aussi te faire
réagir sur les tendances du marché du podcast. Comme je le disais, il y avait donc cette espèce de double événement, à la fois le festival et cet article dans Télérama intitulé La bulle podcast a-t-elle éclaté, qui a pas mal fait réagir dans notre marché. Je voulais d'abord peut-être, donc il y a cette étude qui est sortie, qui est commandée par Havas et le CSA, me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises, pour la 5e édition. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si tu l'as lu dans le détail. Est-ce que tu as 2-3 chiffres notamment qui écoutent des podcasts aujourd'hui? Parce que donc on est dans notre marché quelque part. Je ne sais pas si c'est un microcosme ou plus qu'un microcosme, mais si on en sort un peu, est-ce que tu sais qui écoute des podcasts aujourd'hui? Écoute, je t'avoue que donc j'étais au Paris Podcast Festival, mais j'ai pas assisté à la présentation des chiffres Havas. Donc alors je peux te le dire, ils disent voilà, vas-y. Toujours des urbains connectés. Voilà, donc ça ne touche pas forcément tout le monde, mais en même temps, bon, vous ça dans la cible un peu de Orso, a priori, c'est plutôt bon. Bon, si t'as pas tous les chiffres, et c'est absolument pas grave. Non, mais je peux t'en donner quelques-uns sur les audiences d'Orso Média, tu vois, qu'on suit d'assez près. Donc, oui, effectivement, le podcast aujourd'hui est beaucoup utilisé, enfin beaucoup consommé par des urbains. Et quand on dit urbain, qu'est-ce que ça veut dire? Donc plutôt des personnes effectivement très connectées, plutôt hommes, en tout cas chez nous, on va dire à 60%. Après, on a quelques chiffres étonnants. On n'a pas une audience si parisiano-centrée que ça, y compris sur des gros podcasts, tu vois, comme Génération Do It Yourself, où on pourrait se dire que c'est un petit microcosme d'Happy Few, du digital. J'ai utilisé plein de nouveaux mots horribles dans cette phrase, et bien exprès, évidemment. Il y en a beaucoup dans notre mais tu vois, ça reste, tu vois, c'est peut-être 40% de son audience, c'est beaucoup, qui est à Paris, mais quand même 60% dans d'autres régions françaises. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec ce mythe du phénomène parisiano-parisien du podcast. C'est pas forcément une réalité. Non, voilà ce que je pourrais dire. Vas-y, redonne-moi quelques autres chiffres de l'étude Havas. L'idée, c'est pas tant de parler de ça, surtout que j'en ai parlé avec Laura qui nous donne. Où je veux surtout t'emmener, c'est sur le sujet de la rentabilité, du modèle économique autour des podcasts. Parce que voilà, c'est un peu ce qui émerge des discussions et de l'article, c'est comment parvenir à la rentabilité d'un podcast. Est-ce qu'il faut forcément être un podcast de niche, comme ce que fait Orso pour réussir. Dans l'article, donc voilà, il y a pas mal de gens qui sont interviewés, de Nouvelles Écoutes, Binge, Paradisio, Louis Média, qui eux, on sent, voilà, il y a un problème de rentabilité, il y a une consolidation dans le marché, la publicité, c'est compliqué. On ne parle pas dans l'article des 95% de ce que sont les podcasts, surtout du replay, du catch-up, donc des émissions radio notamment qu'on peut réécouter, et une immense partie est faite par Radio France, donc il n'y a pas vraiment de sujet de monétisation derrière. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est rentable aujourd'hui pour un podcast? Déjà, pour revenir sur cet article qui est assez intéressant, on va pas lui jeter la pierre, mais c'est vrai que quand on est dans ma position, Orso Média, on l'a créé il y a 2 ans, on est rentable depuis le premier jour. Aujourd'hui, on fait vivre 8 personnes full-time. Et on a reversé sur les 12 derniers mois 1 million d'euros à nos podcasteurs en monétisation, reversement de chiffre d'affaires. On se porte bien, on a beaucoup de discussions, etc. Et notre deuxième exercice, c'est on dégage de l'EBITDA. Donc, pour nous, c'est assez compliqué de voir des papiers de 5 pages qui disent que la monétisation du podcast est impossible et que la bulle a éclaté. Tu vois, pour nous, il y a une vraie dissonance entre notre réalité et ce qu'on a pu lire dans cet article sur l'état de l'art du marché. Ça, c'est le premier constat. Ce que je pourrais dire, c'est que finalement, qui intervient dans ce dossier, c'est des labels. On se connaît tous et je les adore. C'est des super personnes. C'est un petit monde. Oui, bien sûr. Lorenzo, Joël. Enfin voilà, on se connaît tous. Mais finalement, est-ce que ces 4-5 studios cités dans l'article sont représentatifs de l'ensemble du marché? J'ai un doute, tu vois. Après, ils sont représentatifs de ce qu'on perçoit du monde des podcasts natifs à la française, tu vois. Et en fait, je me demande si, quelque part, Orso, c'est pas un peu comme dans les médias traditionnels, la presse pro.
Tu sais, je parlais chez Nicolas Dessus, qui est chez Infopro, en fait, qui est une superbe boîte, mais c'est pas très sexy dans le marché de dire que t'es chez Infopro, alors que si t'es chez France Télévisions, où il était avant. Et donc, en fait, quand tu veux parler des médias, bah, tu peux dire, oui, les médias sont en crise. En fait, la presse pro va bien globalement. Ouais, mais pas forcément, parce que effectivement, si tu regardes notre activité entrepreneuriat, finance perso, tu peux te dire que oui, on est un cas à part et presse pro, mais on est en discussion avec beaucoup d'autres podcasteurs du marché, notamment sur le sport, et qui se débrouillent très bien, tu vois. Sunday Night Productions, Guillaume Santraccio. Ouais, et puis Génération du SAF, où la Martingale, c'est pas du pro, la presse pro. Et Guillaume, avec dans la tête d'un coureur, dans la tête d'un cycliste, etc., il a monté pareil une structure qui est rentable, qui est saine, qui arrive à générer des revenus avec du podcast. Et pareil, Guillaume, je pense qu'on le fait jamais intervenir dans des papiers pour lui expliquer, tiens, vas-y, explique-nous, c'est quoi ton business model. De même que nous, Orso. Et puis, bon, il y a Barthélemy Fent aussi, Extraterrien, qui est un autre podcast de sport qui génère un chiffre d'affaires plus que correct. Et lui, il en vit complètement de ça. Clémentine Gallet, tu vois, de Bliss, c'est quand même énorme succès. Énorme succès. Clem qui fait un travail incroyable, qui a une équipe pareille de 7-8 personnes et qui a réussi à partir de son podcast à faire des choses absolument dingues, de l'event. Elle vient de boucler un festival. Elle a fait un spectacle sur scène qui a été diffusé dans je sais plus combien de salles de cinéma. Ouais, non, mais j'ai vu c'est un succès incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais alors, est-ce que le problème, c'est quoi? S'il faudrait inventer une catégorie, c'est le podcast narratif, c'est les histoires racontées qui sont moins monétisables. Est-ce que tout repose sur le host read, la capacité en fait à versus, je sais, évidemment, quand tu fais un truc sur l'inceste, tu vas pas faire un thread au début en disant ce podcast vous est présenté. Je suis pas sûr qu'il faille réinventer des catégories, puisque tout est déjà là. En fait, le marché, il est là, il est en place. Sauf qu'il faut, je pense, décaler son point de vue de quelques degrés quand on regarde le secteur du podcast dans sa globalité. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, dans ce dossier, c'est 5-6% du marché global du podcast, et à partir de 5-6% du marché, on peut pas tirer le trait et dire que la bulle du podcast a éclaté. C'est faux. 170-180 millions d'écoutes de podcasts par mois. Par mois en France. Par mois en France, certes, beaucoup issus du replay radio. Je crois que c'est dans les 60-65%. Après, le reste, c'est du podcast natif. Dans les podcasts natifs, il y en a beaucoup qui sont aussi produits par des radios. Donc, de fait, ils profitent de l'audience de Radio France, des plateformes, etc. Mais il y a toute une scène du podcast indépendant qui se porte bien, en fait. Et il faut quand même distinguer aussi deux choses dans le podcast natif. Quand on lance un podcast, on a deux objectifs, je pense. Et on est dans deux catégories. Soit on est dans une logique, allez, on va dire 3. On est dans une logique, je suis professionnel, je suis expert dans un sujet, j'ai envie de prendre la parole, j'ai envie de créer du contenu, ça m'amuse, ça m'éclate, c'est ma passion. Ok, lance ton podcast. Et là, tu te mets pas forcément de contraintes de périodicité, de régularité, de machin, d'audience et de monétisation, parce que tu le fais vraiment, c'est un truc qui t'éclate. Voilà. Le deuxième, c'est je suis un professionnel d'un secteur, etc., d'un secteur donné. Je fais un peu mon personal branding, terme très année 2010, mais désolé, mais c'est un peu ça. C'est comment je travaille ma notoriété, mon expertise, ma légitimité dans un domaine d'activité. Et finalement, il y en a plein qui lancent aussi leur podcast pour ça. Et leur podcast, ils vont pas aller le monétiser, mais c'est surtout, il y a un prétexte pour eux de rencontrer des gens, de créer du contenu, de montrer qu'ils sont experts, de développer leur notoriété, etc. Et finalement, eux, ils sortent un peu des stats, tu vois, parce qu'on dit, parce qu'ils ne cherchent pas à monétiser. Il a un podcast, mais il ne le monétise pas, c'est compliqué. Sauf que si, en fait, il le monétise parce que son podcast, il lui sert à ramener des prospects, entre guillemets, sur une activité qu'il a par ailleurs de consultant, de coach, etc., etc. Donc, voilà, en fait, il y en a plein des podcasts comme ça en France. Et ça fait partie du business model aussi des podcasts. Et la troisième catégorie, c'est quand tu lances un podcast avec une vision et une ambition de média, c'est-à-dire, voilà, je veux créer une marque média, je veux installer un nouveau rendez-vous, et là, donc, forcément, tu te mets dans les mêmes contraintes et les mêmes logiques qu'un média traditionnel. Régularité, professionnalisme, la qualité de ce que je desserre, du marketing éditorial, en développant ma promesse sur une newsletter, sur YouTube, etc., etc. Et là, effectivement, tu as un sujet de monétisation. Bon, après, je parle pas du podcast de narration, du podcast narratif, que moi, je mets encore dans une autre catégorie, tu vois. Et
quand tu as décidé de créer un média avec ton podcast, il faut te mettre dans la peau d'un média. Donc, c'est pas juste ton podcast qu'on va regarder. C'est comment ton podcast est en fait la pierre angulaire d'une stratégie de contenu un peu plus globale que tu vas pouvoir déployer sur, encore une fois, plein de supports d'expression. Et tu vas pouvoir aussi, quand tu monétises ton podcast, peut-être aussi ta newsletter, tu fais des événements, tu interviens dans des conférences, etc., etc. Tout ça pour dire qu'il y a plein de manières de considérer et de juger la rentabilité, la monétisation de l'univers des podcasts aujourd'hui. Et en fait, dire la bulle du podcast a éclaté, ça revient à dire la même chose sur YouTube, tu vois. Est-ce qu'on dit la bulle YouTube a éclaté? En fait, des gens qui lancent leur chaîne YouTube, il y en a tous les jours. Et il y a plus de gens qui lancent leur chaîne YouTube aujourd'hui que de gens qui lancent leur podcast. Pourtant, on n'a aucun papier qui dit YouTube c'est fini. Combien sur YouTube arrivent à monétiser leur chaîne? C'est une infime partie. Pourtant, on ne dit pas tiens, YouTube c'est mort, tu vois. Les audiences grossissent sur le podcast globalement, le marché du podcast augmente. C'est ce que dit l'étude. Mais il y a pas de bulle. Aujourd'hui, le podcast c'est pas un média, un support spécial à part. YouTube, encore une fois, si on fait le parallèle avec d'autres formes d'expression, YouTube, si on juge YouTube avec les mêmes critères avec lesquels on vient de juger le podcast, YouTube c'est mort, c'est fini, tu vois. Alors qu'on en est quand même absolument très loin, tu vois. C'est clair. Mais dans ces cas-là, comment t'expliques parce qu'effectivement, il y a de la consolidation, il y a un problème de monétisation chez certains. Est-ce que c'est sur les podcasts narratifs qui ne se prêtent moins bien à la monétisation? Est-ce qu'il y a des formats qui sont davantage épargnés? Moi, je pense que là où il peut y avoir peut-être une crise ou une mini-crise, c'est une crise du modèle qui a été adopté par certains acteurs du marché, plus que une crise du support en tant que tel. Quel était le modèle de ces acteurs du marché? J'ai une activité studio avec lesquelles je produis des podcasts de très très bonne qualité, encore une fois. Je remets pas du tout ça en cause. Enfin, vraiment, ce qu'arrive à produire Paradiso, Nouvelles Écoutes, Binge, Louis, etc., super podcast, enfin, franchement hyper bien, j'en écoute plein moi, enfin hyper bien produit. Donc j'ai une activité studio, donc avec un certain nombre de charges, de coûts. Je dois payer des auteurs, des monteurs, des réalisateurs, etc., des illustrateurs pour les covers. Comment je vais amortir ces coûts-là? Je vais avoir en parallèle une activité de création de podcasts pour les marques. Donc, tu crées du podcast en marque blanche. Donc, tu mets tes compétences de prod au service d'une marque, d'une société, voilà, d'entreprise. Et finalement, est-ce que c'est un modèle si sain que ça? On peut le questionner. Aujourd'hui, en tout cas, vu l'état du marché et des consolidations, on peut le remettre fortement en question. Alors, c'est comme si je crée quelque chose qui n'a pas de velléité, qui sera difficile à monétiser, voilà, donc c'est compliqué. Donc je crée autre chose pour compenser. Donc tu es dans un système de compensation permanente. Mais c'est des choses qui ont marché dans les médias. Je pense à des Ouzbek Erika à l'époque où tu gagnes pas vraiment d'argent avec ton magazine, mais c'est une superbe vitrine qui te permet derrière de vendre en marque blanche ou pas en marque blanche d'ailleurs des prestats d'agence. Ouais, mais Ouzbek Erika, rappelle-toi, ils sont pas contentés de faire que du rédactionnel. Ils ont créé des événements, ils montent des choses clés en main pour les boîtes. Enfin, ils proposent des stratégies de contenu beaucoup plus globales et pas juste du print. Oui. Tu vois. Et le problème, je reviens un peu sur les podcasts pour les marques, c'est que là, pour le coup, il y a eu une espèce de hype à un moment ces dernières années où toutes les marques, je pense qu'un directeur marketing, responsable marketing, son premier réflexe, c'était de dire allez, je vais faire un podcast. Donc, il y a eu, on a vu aussi chez Cosa Vostra, on en fait des podcasts de marque. Certains continuent parce que ils ont donné le temps d'installer le rendez-vous, etc. Mais il y a eu à un moment donné un rush, tout le monde voulait faire son podcast de marque. C'est pour ça qu'on peut parler d'une hype plus que d'une bulle. Ouais. Tu vois, il y avait, c'est vrai, une hype. Déjà, tout le monde, si t'avais pas lancé ton podcast en 2021, t'étais un peu ringard, hein, comme disait Seguela avec les Rolex, là, tu vois. Donc, il y a eu une époque où tout le monde voulait lancer son podcast. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça revient. J'avais plein de gens autour de moi, là. Ah oui, j'ai lancé mon podcast. OK. Bon, bah, go, vas-y, évidemment. Puis mais après, comme tu dis, c'est comme sur YouTube, en fait, hein. Je veux dire, si tu prends les stats, il y en a qui vont se planter, d'autres machins qui se planteront pas, d'autres qui vont se faire plaisir sans monétiser. Il y en a qui vont se rendre compte que c'est quand même du boulot, que de créer un rendez-vous toutes les semaines, ça demande beaucoup d'énergie, de temps, etc. Et voilà, bref. Pour revenir à ce qu'on disait, il y a eu une hype sur le podcast de marque. Il se trouve qu'on est dans une période économique
un peu plus resserrées, un peu plus contraintes, et donc les boîtes font des arbitrages budgétaires et la publicité, voilà. Ça, beaucoup de budget qui se reportent. Il y a moins d'argent qui est mis sur les podcasts de marque de la part des entreprises. Mais ça montre là la fragilité de ce système, tu vois, François. C'est-à-dire que si tu crées une dépendance trop forte entre ton contenu édito, c'est-à-dire 90% de ta façade, tu la fais dépendre du 10% que tu fais un peu, en mode agence pour les marques, c'est quand même un système qui est compliqué. C'est pour ça que je dis que c'est une remise en cause d'un modèle économique, d'un business model de ces entités, plus que du podcast en tant que tel, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui se pose la question de l'accompagnement, et il a raison, Joël Dupia, dans un sens. Comment le ministère de la Culture peut accompagner les boîtes de podcast dans la création de leur création originale, leur podcast de narration, parce qu'il y a des choses qui sont incroyables. Et c'est vrai que ça peut paraître injuste qu'un podcast documentaire n'ait aucun financement public, là où si tu fais le même documentaire pour une radio ou en vidéo ou pour France Télévisions, tu peux aller demander des aides du CNC, du ministère de la Culture, à des partenaires institutionnels, etc. Tu vas avoir beaucoup de financement, enfin si ton projet vaut le coup évidemment, mais sur l'audio, avec pourtant une qualité de prod équivalente et la même ambition éditoriale, t'as rien. Que dalle walou. Ça c'est vrai, ça moi je suis d'accord. Il y a des choses à faire là-dessus, très certainement. Mais encore une fois, c'est un système, c'est une crise du modèle et non pas du format, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent des podcasts en France, c'est un fait. L'étude l'a encore dit. Voilà, donc après c'est normal qu'il y ait une consolidation sur le marché pour en revenir à ça. Quand il y a un peu moins de budget, la rentabilité est plus contrainte, donc il y a des acteurs qui s'associent, tu vois, c'est normal, c'est la marche aussi. Alors pour moi, c'est le signe non pas de l'éclatement d'une bulle, mais de la maturité d'un marché, tu vois. Très clair. Quelle piste de monétisation tu penses justement pour se pérenniser pour les podcasteurs, parce que donc là, voilà, on sent c'est dynamique, il y a plein de choses, mais c'est fragile. Est-ce que d'autres pistes de monétisation? Ouais, il y en a mille, parce que cette question finalement elle dépend beaucoup de ton univers de thématique, de ce que tu as envie de faire aussi avec ton podcast. Encore une fois, si tu es un professionnel d'un marché et que tu crées ton podcast et que ça te ramène des leads entre guillemets, c'est une manière de monétiser ton podcast. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas chez Orso, nous ce qu'on pousse énormément, c'est la diversification, pour plein de raisons. Encore une fois, on accompagne nos podcasteurs, on leur dit, t'as ton podcast, c'est chouette, t'as réussi à créer une bonne audience, une bonne communauté, une belle communauté engagée, etc. Maintenant, il faut pouvoir élargir ton terrain de jeu et tes supports d'expression. On va créer pour toi des événements, tu vois, qui sont dans la ligne éditoriale de ton podcast, donc qui vont porter même le nom de ton podcast. C'est ce qu'on a fait avec Génération Do It Yourself il y a 1 an et demi, maintenant quasiment au tout début d'Orso Media, parce que c'est un modèle en lequel je croyais énormément. On a créé une série d'événements qui s'appelle les JDI Live, Génération Do It Live. C'est des after-work, donc fin de journée, sur une table ronde animée par le podcasteur, donc là en l'occurrence Mathieu, avec 3-4 experts à côté de lui, avec des opinions complémentaires, divergentes, dans des lieux très sympas à Paris, devant 90-100 personnes, suivi d'un petit moment de convivialité derrière, c'est un cocktail, toujours supporté par un sponsor qui nous permet de financer le lieu, etc. Ouais. etc. Donc ça, c'est dit un peu vulgairement, ça nous permet de créer de l'inventaire supplémentaire, parce que c'est pas de l'inventaire audio. Tiens, on crée un nouveau contexte dans lequel on peut faire des partenariats avec des marques. Ça, c'est une piste, par exemple. Autre chose, on fait pas mal de guides sur le digital. Tu vois, avec La Martingale, on a créé le guide de l'investissement 2023, qui est La Martingale, un podcast finance perso, qui est le premier podcast finance perso en France. On a créé ce guide dans lequel on a fait intervenir plein d'experts sur des sujets différents, sur l'investissement. Voilà, on a fait 3500, 4000 téléchargements. Tu vois, c'est énorme, et ça aussi, c'est un guide qu'on a fait en partenariat avec un sponsor. Là,
Le 14 novembre, on fait la même chose avec Le Panier, donc Le Panier Live de Laurent Kretz, que tu connais bien. Donc pareil, c'est un événement avec un partenaire, là, en l'occurrence Shopify, After Work, avec 90-100 personnes pour parler d'e-commerce sur une péniche, ouais, très chouette. Pareil, on fait un guide aussi avec Le Panier sur la question des CMS e-commerce, lequel choisir pour te garantir une croissance de 0 à 60 ou 100 millions de dollars d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on fait on essaye de diversifier l'activité de nos podcasteurs, et plus on diversifie, plus on les amène sur des nouveaux terrains de jeu, plus ça génère d'opportunités de partenariat et de monétisation in fine. Tu vois, donc on est gagnant-gagnant. Donc sortir un peu quand même du podcast. Donc se diversifier, c'est important pour les revenus, parce que ça démultiplie les opportunités, mais c'est aussi important en termes de stratégie éditoriale. Aujourd'hui, le podcast fonctionne bien, et on est tous contents que le podcast continue de se développer. Mais on n'est pas à l'abri que dans 2-3 ans, un TikTok ou j'en sais rien, un Meta lance un nouveau service, ou même pourquoi pas une boîte française, j'adorerais, lance un service révolutionnaire, enfin qui révolutionne notre usage de l'audio et qui fait que les podcasts sont ringardisés, qu'on aura, j'en sais rien, j'ai pas la. Non, mais bien sûr, je vois ce que tu veux dire, mais en tout cas, t'as intérêt à émerger ton podcast comme une marque détachée du podcast qui ne dépend pas uniquement du podcast. T'es pas à l'abri que le podcast, dans 2-3 ans, se casse littéralement les dents et que les audiences soient divisées par 10. Tu fais quoi après? Si t'as bâti toute ta stratégie sur ton podcast, tu te retrouves avec plus rien. Donc c'est, comme tu l'as dit, pour nous, c'est important de les mettre dans ce modèle de marque média globale et qui va bien au-delà du podcast. Ouais, et donc là, j'imagine la réponse, mais c'est dur en indépendant de faire tout ça. C'est là où peut-être se faire accompagner, évidemment, c'est... C'est là où effectivement on intervient, c'était notre promesse, et c'est elle encore aujourd'hui. On dit aux podcasteurs, occupe-toi de faire le meilleur contenu possible, nous on gère tout le reste, et on va t'aider sur tout le reste. Et on est une groupe média as a service, quoi, limite. Ouais. C'est-à-dire qu'on te met à disposition une équipe commerciale, une équipe marketing, une équipe de marketing éditorial, un studio, notamment, de prod, etc. Donc, tout ce que tu pourrais pas finalement t'offrir en restant indépendant tout seul, nous, on te le met à disposition, quand t'es chez Orso. Top, ça donne envie. Si on prend un peu de hauteur, si tu devais en citer 3, les 3 grosses priorités du milieu du podcast, un peu en perspective. C'est une bonne question. Moi, je dirais la vidéo. Priorité number 1. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir qu'on lance un podcast sans la brique vidéo. C'est quand même une grosse étape techno. Alors, ce que je le dis, alors moi, j'ai dû en filmer 2-3 par opportunité parce que j'avais le studio. Mais un podcast, c'est simple à lancer en audio. Un petit enregistreur Zoom, 2 micros, et puis c'est parti. Là, la vidéo... Bon, tu vois, ça nécessite quand même des moyens supplémentaires, du montage. Tout de suite, tu changes d'échelle. Encore une fois, soit tu lances ton podcast, c'est un nice to have, t'es content de le faire, tu rencontres des gens, tu passes un bon moment, tu le fais en plus de ton job, et c'est cool, tu vois. Et là, c'est bien, fais de l'audio, il y a pas de sujet, tu te fais plaisir. Mais si t'as de l'ambition et que t'as une vision long terme avec ton podcast, t'as pas le choix. Ça te fait gagner un temps fou, en fait. On se rend pas compte c'est assez ingrat, le podcast. Ça demande beaucoup d'énergie, alors certes, peu de moyens, parce que tu as un enregistreur 4 micros, tu lances un podcast, mais beaucoup de régularité, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, etc., pour lancer la machine, fidéliser ton audience, etc. Et tu commences finalement à en voir les résultats qu'au bout de 12-18 mois, tu vois, vraiment. Donc c'est assez ingrat. C'est pas comme sur d'autres... Tu peux pas percer comme sur TikTok à la faveur d'un algorithme. C'est l'anti-TikTok. Et donc, c'est déjà long de manière organique. Et même quand t'es bon, c'est long. Alors, mets toutes les chances de ton côté pour que cette croissance, elle soit exponentielle dès le début. Et la vidéo, aujourd'hui, c'est un moyen d'accompagner la croissance de ton podcast de manière efficace, parce que ça te permet de publier sur des plateformes qui sont des gros carrefours d'audience. TikTok, justement, Insta, tu profites de l'aspect buzz que tu peux avoir assez rapidement sur ces plateformes pour donner de la visibilité, faire du bruit, rendre ton podcast visible, etc., etc. Alors, je dis pas que si tu cartonnes sur TikTok, tu vas forcément cartonner en podcast dans la foulée. Aujourd'hui, c'est difficile de faire le lien mesuré. Mais en tout cas, on ressent, nous, sur tous nos podcasts sur lesquels on a activé la vidéo, on ressent ils sont tous en croissance et ils ont tendance à croître plus rapidement que d'autres qui n'ont pas la vidéo. Donc, si un conseil que je peux donner, c'est celui-là. Et puis, le ticket d'entrée vers la vidéo est quand même beaucoup moins élevé aujourd'hui que ce qu'il a pu être dans les 5-6 dernières années.
Donc aujourd'hui, créer un format vertical sous-titré, il y a 10 000 outils qui permettent de le faire. Un simple iPhone te fait une qualité incroyable, d'image dingue. Donc voilà, il suffit juste d'être un peu ingénieux. Et d'ailleurs, c'est un peu ça aussi, peut-être le deuxième point pour répondre à ta question, c'est ceux qui se démarquent, c'est des doers, quoi, tu vois, c'est des bricolos. Tu vois, c'est des gens qui savent, qui se débrouillent, qui font les choses. Là, je prends un exemple, j'ai reçu dans mon podcast Follow Me Anne-Charlotte, qui a un podcast qui s'appelle Crush, et elle a tout compris. Elle fait beaucoup de choses elle-même. Sa DA, sa prod, ses invités, elle a créé des nouveaux formats, elle est hyper active sur Instagram, elle fait de la vidéo aussi. Enfin, et finalement, il faut avoir cet état d'esprit un peu de bricolo, de je teste des trucs, je me mets à faire plein de choses. C'est très facile aujourd'hui encore une fois, on a 1000 outils qui accompagnent les créateurs de contenu aujourd'hui. Donc, c'est assez facile si tant est qu'on est suffisamment curieux, débrouille et qu'on il n'y a pas de barrière. On accepte de faire des erreurs et de machin, d'y passer un peu de temps. Donc ça, et donc, plus on fait des choses nous-mêmes, moins on a de charge aussi. Et donc, moins on a de charge, moins on a de coûts, plus on va durer aussi sur la longueur parce que on n'a pas cet impératif de monétiser la rate au courbouillon. Voilà. Et puis, le troisième point, je dirais que c'est quand même l'IA. Évidemment, je pense que c'est un sujet dont tu n'as jamais parlé de Mediarama. Mais c'est très bien que tu le dises, que c'est pas moi qui pose la question. Ouais, non, c'est moi qui pose la question. L'IA, évidemment, donc l'IA. C'est une priorité dans le podcast. Il y a des choses. Bien sûr. Aujourd'hui, la ressource la plus, que ce soit dans le podcast ou dans la créateur économie au global, la ressource la plus rare pour les créateurs de contenu, c'est le temps. Tu le sais toi aussi. Tout ce qui peut te faire gagner du temps, il faut le prendre, il faut l'utiliser. L'IA aujourd'hui, c'est un super assistant de podcast. Nous, on l'utilise pas mal sur nos podcasts maison pour préparer tous nos entretiens, parce que tous nos podcasts sont que des podcasts d'entretien. Donc, c'est assez simple aujourd'hui, avec de l'IA, d'aller prendre la biographie d'un invité, de lui demander de créer un conducteur, de te créer la présentation de ton invité en 10 points. C'est assez simple. Tu peux lui demander de te suggérer 10 questions originales pour cet invité, tu vois, en prenant en compte son parcours. Donc, là, je le simplifie un peu, mais il faut bien prompter en expliquant c'est quoi ton podcast, qu'est-ce que tu vas aller chercher chez tes invités, plutôt du conseil, plutôt de l'inspirationnel, etc. Donc, il y a plein de manières d'utiliser l'IA pour préparer en amont. Ça fait gagner un temps fou, en fait. C'est du temps de préparer les épisodes. Ouais, c'est du temps, évidemment. Donc, évidemment que l'IA ne fait pas tout à ta place, mais ça te mâche énormément le boulot. Et évidemment que tu repasses derrière pour compléter avec des questions et des trucs. Mais ça t'enlève l'angoisse de la page blanche et t'as déjà un début de matière. Donc là, c'est juste un exemple sur la pré-prod. Mais après, en post-prod, il y a évidemment plein de façons de l'utiliser pour te générer des descriptifs, pour aller identifier les bons extraits dans ton podcast qui vont avoir le meilleur potentiel de reach sur TikTok et Instagram. Voilà, il y a tout ce qui peut. L'IA peut te faire gagner énormément de temps. Et du temps que tu mets, soit monétiser, soit créer plus de contenu, soit... Et c'est un peu comme tous ces nouveaux outils. Vous allez vous dire, oui, mais c'est compliqué, je comprends pas. Je vais passer beaucoup de temps à les maîtriser. Mais en fait, non, c'est assez facile et rapide de les maîtriser. Et le temps que ça va vous faire gagner derrière est dingue. Bon, super conseil, écoute. J'essaierai, on va creuser évidemment, mais... le sujet de l'IA sur Mediarama, j'aimerais en faire plus parce que dans les médias, notamment, c'est évidemment très impacté. Donc, s'il y a des bonnes pratiques, s'il y a des choses qui viennent, n'hésite pas, on en parler notamment dans la newsletter aussi. Est-ce que tu as utilisé la version conversationnelle de ChatGPT? Oui, j'ai testé ça justement ce week-end. Alors voilà, qui est disponible que sur mobile. Oui, iOS, Android. Et c'est assez fou. Et tu peux dire demain, tiens, pourquoi pas faire intervenir cette IA au sein même de l'épisode, tu vois, pour le faire réagir. Là, on avait peut-être un peu d'interrogation sur quelques chiffres. Ouais. On pourrait lui dire, tiens, pendant qu'on continue la conversation, donne-nous les chiffres du podcast. Ouais. Non, mais t'as raison. Qui intervient. En plus, la voix de synthèse est hyper bien faite. Et donc, cet accent anglais, c'est assez rigolo. C'est des usages, effectivement, qui peuvent être intéressants en mode conversationnel comme ça. La dernière question, qui est un peu le gimmick de l'émission. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Un truc cool à vous partager. Ça peut être une expo, un film que tu as vu, un site sympa. Alors, tu as cité quand même plein de trucs aussi sur l'IA, mais peut-être
Ça aurait pu être le mode conversationnel de ChatGPT qui m'a quand même aussi bien bluffé. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous partager Un podcast peut-être que tu as découvert un peu cool? Non, je sais pas, ça va pas être très original, mais j'ai pas mal aimé Tapi là sur Netflix. Ouais, je sais pas si t'en as déjà parlé ici, mais non, j'en ai pas parlé, mais effectivement, elle a des super échos. Ouais. Et en plus, petite anecdote, nous, ça nous a fait sur une des startups qu'on a créé, qui s'appelle Alvo Market, qui est la marketplace de reprise de vente d'entreprise. Ça nous a fait un super bon buzz et donc on a eu des demandes d'inscription sur la plateforme parce que autour de la reprise à 1 euro des entreprises, on avait du contenu SEO très bien positionné dessus, donc là ça nous a ramené un super trafic. Tu veux dire que ce podcast, enfin cette série a suscité des vocations et que les gens ont tapé après reprise d'entreprise. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est dingo. Ouais, c'est assez cool. Bah, regardez là. Et la série est assez. Laurent Lafitte est très très bon là-dedans. Excellent. T'as l'impression qu'il est né pour ce rôle. Il y a des fois des gens comme ça, tu dis c'est juste incroyable. Ouais, tu fais plus trop la différence entre l'acteur et le personnage derrière. Donc voilà, Tapi. Voilà. C'était alors Tapi, on peut l'aimer, on peut le détester, mais moi quand j'étais très jeune, c'était quand même un peu un modèle d'entrepreneur, tu sais, qui faisait rêver. Alors après, il y a eu la chute, il y a eu plein de choses, et puis tu réalises qu'en fait, c'est pas le type d'entrepreneur que tu veux être dans la vie, mais ça restait quand même un grand monsieur des affaires, on va dire, au sens large. Totalement. Et donc tiens, autre petite anecdote sur Tapi. Tu sais qu'il a sorti un certain nombre de bouquins, Réussir, etc. Et donc les prix sont en train de flamber totalement là sur le Bon Coin, etc. Sur les éditions originales de ces bouquins c'était quand même des bouquins un peu ringards que tes grands-parents avaient dans leur bibliothèque. Ouais, la réussite à les années 80-90. Donc il y a un marché de la seconde main sur ces bouquins qui est assez dingue. Bon, bah écoute, bonne reco, en tout cas, c'est une bonne série. Merci Christopher pour ton temps. Merci à toi pour l'invitation, c'est très chouette. Mais ouais, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Merci pour le studio. Et puis donc, je mettrai les liens de tout ce dont on a discuté dans les notes de l'épisode. Et puis, n'hésite pas à revenir parce que le marché du podcast est vivant et dynamique, se passe beaucoup de choses, notamment aussi sur la Creators Economy. Donc, je serais ravi de suivre ça. Ravi également, je serais ravi de revenir pour parler de tous ces beaux sujets, François. Merci et merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.